commençons par le commencement, Josiane. Je te le disais tout à l'heure, j'ai des collègues psychoèdes, des parents qui, souvent, je vais leur dire, « Oh, d'après moi, il y a des petites particularités sensorielles, peut-être aller faire soit une évaluation, consultation en ergothérapie. » Et on me regarde avec plein de points d'interrogation dans les yeux. Alors, Josiane, pour le bénéfice de tous, c'est quoi ça, l'ergothérapie? Et là, ça fait 20 ans que je suis ergothérapeute. J'explique encore mon métier à tous les jours. En fait, c'est pas un métier qu'on va connaître d'emblée, à moins qu'on ait eu une expérience avec un ergothérapeute. Et de là, ce qui est super mélangeant pour les gens, c'est que les ergothérapeutes sont un petit peu dans tous les aspects de la vie quotidienne. Donc, peut-être notre beau-frère a eu un mal de dos et a vu un ergothérapeute. Alors là, on ne fait pas le lien du tout avec, par exemple, les besoins d'un enfant autiste ou ma grand-mère, finalement, qui a aussi un problème avec sa hanche. Donc, pour faire une histoire courte, OK, le mot fonction, c'est vraiment ce qui est en haut de la pyramide de l'ergothérapeute. Donc, l'ergothérapeute s'intéresse à ce que la personne fonctionne dans sa vie quotidienne. En anglais, notre profession, c'est occupational therapist, donc thérapeute de l'occupation. Donc, d'une part, quand il y a quelqu'un qui a quelque chose dans sa vie, un domaine, que ce soit au niveau de sommeil, alimentation, se déplacer, avoir des loisirs, avoir des amis, faire des apprentissages, tolérer mon environnement, écrire, peu importe. Donc, tout ce qui peut conduire une voiture, tout ce qui peut être fait dans la vie quotidienne. Si une personne a des difficultés ou n'est pas satisfaite avec... parce qu'on peut avoir de la difficulté avec quelque chose et pas vraiment en souffrir. Je suis un peu incoordonnée. Moi, je pense que si de nos jours, j'irais me faire évaluer, je pense qu'il me trouverait pas mal de bébites de ce côté-là. Quelque chose, au moins une fois par jour. Bon, mais j'ai travaillé avec ça, ça m'handicape pas. C'est le mot-clé. Donc, j'ai des situations de handicap avec quelque chose. Et là, si oui, on peut aller voir un ergo qui va faire OK, bien, qu'est-ce qui pourrait causer cette situation de handicap-là? Et là, l'ergothérapeute va se demander, il va regarder toutes les sphères qui influencent le fonctionnement de la personne. Donc, il va regarder d'abord son développement. Donc, y a-t-il quelque chose dans ton développement physique, cognitif, affectif qui fait que c'est difficile? OK? Ensuite, il va se demander, est-ce que l'environnement joue un rôle? Je vais prendre un exemple concret. Je trouve que ça aide à expliquer. OK? Fait que, disons que moi, j'ai beaucoup de misère à aller dans les centres d'achat parce que je me sens surchargée par les lumières, puis il y a beaucoup de monde, puis il n'y a pas de direction, tu sais, ça va dans tous les sens, puis bon. Fait que là, je suis un parent, puis mon enfant, je ne peux pas l'amener au centre d'achat, à l'épicerie, parce qu'il n'est pas bien, il se désorganise. Alors, je vais voir l'ergo, puis là, l'ergo dit, ouais, mais pourquoi ça se passe? Fait qu'il regarde son développement, puis là, il pourrait trouver que au niveau sensoriel, il y a des petits défis dans le traitement de l'information. Donc, il ne traite pas bien l'info sensorielle. Puis là, ben, il surcharge. Fait que pour lui, là, les gens qui bougent puis les lumières, c'est comme si nous, on était dans un party avec des stroboscopes puis la grosse musique qui finit plus. OK? Fait qu'on pourrait trouver ce problème-là dans le défi physique de l'enfant. On pourrait regarder au niveau cognitif. Ben là, l'enfant, peut-être qu'il y a de la misère à comprendre que c'est désagréable, mais que ça ne durera pas longtemps. Que c'est toléré. Au niveau affectif, peut-être que l'enfant, il sait tout ça, mais il y a encore des défis à s'autoréguler. Fait que pour lui, quand il n'est pas bien, ben, c'est un gros volcan tout de suite. OK? Fait qu'on regarde tout ça. Mais là, on va regarder l'environnement aussi. On va regarder l'environnement physique. Peut-être que c'est un centre d'achat qui est particulièrement bruyant comparé aux autres, puis que c'est peut-être un peu la faute du centre d'achat. Là, ça, des fois, on va l'avoir dans les classes, dans les écoles, où c'est bruyant, une cour de récréation. Puis donc, l'enfant, ben, c'est pas juste à lui que ça appartient. Lui, il gère un peu moins que les autres, mais l'environnement joue un rôle. L'environnement humain. Si sa mère comprend qu'il est sensible, ben, elle va pouvoir l'accompagner différemment dans tout ça. Mais si elle connaît moins les besoins de son fils au niveau sensoriel, ben, elle est moins équipée. Ou bien la personne à la caisse qui va faire « Hey, bonne journée! » OK, ben, c'est un peu la faute de la madame de la caisse qui n'est pas ajustée, elle exagère. Il y en a des gens qui sont agressants. Donc, on regarde tout ça. Fait que tout ce qui est le développement de l'enfant, l'environnement, puis au niveau occupationnel aussi, ben,
disons que cette famille-là va à l'épicerie 4 fois par jour. Ben, c'est peut-être pas fair. OK? Moi, j'aimerais pas ça à l'épicerie 4 fois par jour. Ça me fatiguerait, moi aussi, sur le plan sensoriel, etc. Donc, on peut faire ça pour tous les besoins qu'il pourrait avoir chez une personne. Fait qu'on évalue. Des fois, on va faire des tests quand c'est sur le plan physique. Des fois, ça va être plus avec soit des entrevues, des questionnaires, aller voir, aller à l'épicerie avec eux, voir qu'est-ce qui se passe. Ben, grosso modo, si j'essaie de résumer tout ça, l'ergothérapeute aide la personne à comprendre un peu qu'est-ce qui se passe quand il y a une situation de handicap. Puis une fois qu'on a compris, après ça, on fait un plan, une sorte de plan d'intervention qui pourrait être aussi simple que trouver des trucs pour fonctionner dans la vie de tous les jours ou aller faire du travail sur le corps. Par exemple, aller aider le système nerveux de l'enfant à devenir plus mature ou éduquer les gens autour pour dire mieux comprendre l'enfant qui a des besoins pour être capable de mieux l'accompagner. Ça aussi, ça fait une grosse différence. Est-ce que tu comprends plus que tantôt? Absolument! Ben oui, puis c'est sûr que là, bon, dans mon cas, j'ai travaillé en stimulation précoce, j'ai travaillé en petite enfance, j'ai travaillé en autisme, TDAH, anxiété, donc souvent, puis j'ai travaillé dans une équipe multidisciplinaire avec une amie qu'on a en commun, qui est ergothérapeute aussi. Donc, pour moi, c'était déjà clair. Puis, en fait, je pense que ce qui est intéressant, en fait, c'est de dire, justement, on a des approches très complémentaires, tu sais, en psychoéducation, en ergothérapie, en orthophonie. C'est souvent le trio, éducation spécialisée aussi, psychologie, tu sais, c'est souvent... le trio, fait qu'on a l'aspect langagier, on a l'aspect parfois plus sensoriel, moteur avec l'ergo et plus social, affectif avec le psychoaide. Donc, souvent, quand on a un jeune qui a un diagnostic ou pas, parce que ça peut arriver aussi que tu interviennes auprès de parents d'enfants qui n'ont pas nécessairement de diagnostic, mais pour qui les enjeux sensoriels peuvent être handicapants, c'est ce que tu nommais tout à l'heure, qu'ils empêchent de fonctionner. Ouais. Dans différentes sphères de vie. Et d'une part, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a un bout de ton travail où est-ce que toi, tu vas équiper, outiller l'enfant pour mieux gérer sa difficulté X, Y, Z, mais tu vas également outiller le parent pour mieux accompagner son enfant et tu peux aussi aller modifier des choses dans l'environnement pour que les manifestations de l'enfant soit moindre et donc que son comportement ou ses manifestations comportementales soient moins handicapantes. Est-ce que j'ai bien compris, Josiane? Très bien. Yeah! Très bien. Super bien compris. Yeah! Ben, je me donne une petite tape dans le dos. Merci pour ton renforcement positif, Josiane. Sinon, là, je vois, t'es dans ta salle de thérapie en ce moment. Oui, c'est ça. J'ai sorti une coupe d'affaires pour aller dans la thématique. Absolument. Puis, tiens, mettons là, que je nous lance sur cette thématique-là des hypersensibilités sensorielles. Ça, c'est ton plus récent livre, si je ne m'abuse, donc qui est paru dans la collection 10 questions sûres chez Midi 30. Où est-ce que, ben là, c'est ça, tu abordes vraiment c'est quoi, puis c'est quoi, Josiane, les hypersensibilités sensorielles? Combien de personnes ça touche? C'est quoi la prévalence? Puis c'est quoi les manifestations de ça? Ouf, je n'étais pas préparée à répondre à des statistiques. Hey, je t'ai pas plein de questions en même temps. Mais en fait, bon, qu'est-ce que c'est? Tantôt, quand je disais que l'enfant dans le centre d'achat pourrait avoir une fragilité dans son traitement sensoriel. Le système nerveux, c'est le système du corps qui est responsable pour prendre toute l'information sensorielle dans mon environnement. Donc, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens sur mon corps, mes vêtements, la position de mon corps dans l'espace. Entre autres, si je ne tombe pas de ma chaise, c'est parce que j'ai un système sensoriel qui est en train de me dire « OK, ta tête n'est pas pire droite par rapport à la gravité, tu n'es pas pire. » Mais si je m'en vais comme ça, c'est lui qui va faire « Oh, lève ton bras pour remonter. » Donc, ça se passe tout le temps, en tout temps, autant pour les sens extérieurs qu'à l'intérieur. Donc, là, il est midi, je n'ai pas dîné. OK? En principe, je suis supposée d'avoir faim. Mais là, je viens de le sentir, je me suis posé la question. Mais je ne le sentais pas il y a 2 minutes parce que j'étais concentrée à gérer mes sens à l'extérieur. Donc, je te regarde, je m'entends parler, etc. Donc, il y a de la filtration qui se fait en tout temps parce que le système nerveux, lui, il veut que le cerveau ne surcharge pas
et il veut lui donner juste l'information la plus importante, la plus pertinente, la plus utile, puis à la juste mesure. Donc, par exemple, ça peut être utile de savoir que j'ai envie de pipi, mais j'ai pas si envie de pipi que ça. Donc, est-ce qu'en ce moment, mon cerveau devrait le savoir que j'ai envie de pipi moyen? Non, ça va me déconcentrer. Je pourrais pas te jaser d'une manière cohérente si je pense tout le temps que j'ai une demi-envie de pipi. Mais si tantôt ça monte puis que ça devient indispensable que j'y aille, ben, le cerveau va faire « OK, écoute un peu moins Stéphanie, puis là, ressens là, ton envie de pipi parce que c'est plus important. » Et dans les troubles sensoriels, on va appeler ça comme ça, c'est que ce processus-là se fait pas bien. Et là, ben, la personne va soit sentir trop de choses. Donc là, je pourrais sentir ça tout le temps. Là. Mettons, mon chandail, il part pas. Tes lunettes sur ton nez. Les lunettes sur mon nez, le petit calorifère que personne n'entend, qui fait je l'entends. Puis, je les entends tout aussi fort les uns que les autres. Fait que finalement, dans ma vie de tous les jours, c'est un peu toujours comme si j'étais à la récréation. Et là, il y a vraiment un chaos sensoriel pour tout le monde dans une récréation. Mais pour la personne qui a des hypersensibilités sensorielles, ben, il y a ça dans plusieurs contextes. C'est pas au niveau visuel, auditif, c'est que on va rajouter le tactile aussi. On va rajouter juste les cheveux qui frottent ici. C'est excessivement surchargeant, épuisant pour la personne. Et c'est ce qu'on va appeler communément des hypersensibilités sensorielles. Hyper pour trop. Je perçois trop et je réagis trop. Parce que il y a une distinction, on pourra en reparler tantôt. Parce que moi, une des raisons que le sujet m'intéresse particulièrement, c'est sûr que c'est une grosse source de référence en ergothérapie, mais moi aussi, j'ai des hypersensibilités sensorielles depuis que je suis petite, mais je m'en sens pas handicapée d'une manière significative. J'ai appris à comprendre, à gérer, puis je réagis pas trop. C'est la grosse différence. Si j'ai 8 ans, puis je sais pas ce qui se passe, puis que mon chandail fait ça, ben moi, je me désorganise, puis je veux plus rien faire, puis je suis plus bien, puis ça paraît. Moi, si ça frotte, je vais avoir un moyen adapté. Je vais m'arranger pour porter quelque chose qui ne frotte pas. Je le sais. Ou si je sais que je voulais absolument porter ça pour le live parce que c'est beau, mais je sais que je ne peux pas le tolérer longtemps, je vais m'avoir prévu peut-être un changement de vêtements tantôt. Et si jamais je ne suis pas bien, je ne me désorganiserai pas non plus. Donc, je vais quand même trouver une autre raison. Je vais dire, Stéphanie, donne-moi 2 minutes, j'en reviens, etc. Donc, apprendre à pas surréagir. Ce n'est pas automatique que parce qu'on perçoit trop, on va réagir trop. Donc, au niveau des stratégies. Mais je parlais de troubles sensoriels et il y a différents types de troubles sensoriels. Donc, il y a les troubles qu'on appelle de la modulation sensorielle, c'est ce que j'expliquais, le système nerveux qui filtre pas bien. Et il y a les types où on réagit trop, puis il y a les types où on réagit pas assez. On appellerait ça peut-être plus comme hyposensibilité, hyporéactivité. OK? Et il y a un autre type aussi où l'enfant, c'est comme c'est des plus grands, ben, pas juste l'enfant, ça peut être un adulte aussi, il y a des plus grands besoins. Donc, le système nerveux dit j'ai le goût de toucher, j'ai le goût de bouger, j'ai le goût de regarder, j'ai le goût de faire du bruit. J'ai besoin de cette information-là. Puis, au point que ça peut handicaper parce que si toujours je touche, si je suis capable d'arrêter, ben à ce moment-là, ça peut me causer, là, dans le fond, des petits défis handicap selon le contexte. Fait que dans le fond, le livre, puis le sujet d'aujourd'hui, dans le fond, c'est un versant des troubles de la modulation sensorielle. Fait que je pense que c'est important de le dire parce que tout ce qu'on va dire va pas s'appliquer à tous les enfants. Et peut-être que vous écoutez ça puis vous dites, ben moi, je connais quelqu'un qu'au niveau sensoriel, il se passe quelque chose, mais ça ne correspond pas à ce que Josiane explique. Parce qu'il existe d'autres types de troubles. C'est ça. Et à ce moment-là, déjà, ce n'est pas quelque chose qui est très connu. Ce n'est pas facile à évaluer non plus. On ne peut pas faire une prise de sang. Fait que ça prend beaucoup
de versants, là, dans le fond, pour aller évaluer tout ça, des questionnaires, des tests cliniques, des entrevues, des observations et tout ça. Fait qu'à ce moment-là, on va voir un ergothérapeute qui est formé dans le sujet pour le savoir, puis après ça, arriver aux stratégies. Ça, je vais laisser... Une petite gorgée d'eau. Ben oui. Oui, là, on voit, tu t'enflammes. C'est la passionnée qui parle. Je comprends ça. Fait que là, dans le fond, fait que tu peux avoir un jeune ou un moins jeune qui va avoir des hypersensibilités sensorielles, mais à partir du moment où on est hypersensible, on peut plus ou moins bien se gérer aussi. C'est ce que tu expliquais. De l'autre côté, on peut être également hyposensible, mais est-ce que ça se peut disons, un profil mixte, c'est-à-dire que je suis hypersensible pour certaines choses, mais hypo-réactive, genre à la douleur, au froid, ça se peut aussi. Oui, ça se peut. Et c'est pour ça que c'est si difficile à identifier, puis à... c'est pas un diagnostic médical, mais on va dire, bon, diagnostiquer d'un point de vue ergothérapique, c'est qu'il y a beaucoup de variétés dans le trouble de la modulation sensorielle. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un trouble de sens. J'ai pas de problème d'oreille, j'ai pas de problème avec mes yeux, j'ai pas une peau sensible. J'ai un système nerveux qui est trop vulnérable, réactif. Et c'est au niveau du cerveau que la perception est amplifiée, c'est pas au niveau du sens. De là, tout ce qui affecte l'état de mon système nerveux va être sujet à faire varier comment je perçois mes sensations. Et un exemple dans la normalité quotidienne des gens, si je viens juste de me réveiller le matin, puis mon système nerveux il est comme à moitié comme réveillé, puis je sais pas, mon mari peut me dire une phrase, je vais peut-être pas bien l'entendre ou la traiter. À l'opposé, si je suis hyper stressée, vigilante, puis tout ça, normalement, j'aime ça que mon mari me frotte le bras, mais il va arriver puis il va faire ça, puis arrête là, tu vois pas, là, je suis en train de gérer l'enfant, tu sais, comme on va pas réagir de la même façon ou même stimuler. Il va nous agresser dans un compte. Mais ça, c'est dans la normalité. On varie aussi dans notre modulation, dans notre vie quotidienne. Pour les enfants hypersensibles, les personnes hypersensibles, c'est plus comme ça ou trop haut, trop bas. Donc, ça varie et ça varie en présentation aussi selon tous ces facteurs-là. Donc, si je suis dans un environnement très surchargeant sensoriellement, ça se peut que mon système nerveux, il y ait tellement de choses à traiter au niveau extérieur de mon corps qu'il oublie complètement l'intérieur. Il va faire, non, laisse faire. Fait que là, l'envie de pipi, la faim. Oui. L'envie de pipi, je le donne comme exemple parce que ça arrive souvent dans le trouble de modulation sensorielle où, par exemple, on va avoir un enfant qui est propre, 7, 8 ans, 10 ans, qui n'a pas de misère avec sa propreté, qui comprend qu'on va aux toilettes et tout. C'est ça en classe, soudainement, ou dans d'autres contextes, parce que lui-même, il est surpris comme « Ah, je ne l'ai pas senti! » Mais c'est ça, c'est parce que dans ce moment-là, ses sens étaient très, très sollicités probablement à l'extérieur. Il n'est pas allé à l'intérieur. Des fois, c'est l'inverse. On a quelqu'un, justement, on a l'impression qu'il n'entend rien, il voit rien dans sa vie sensorielle pendant le jour. Puis là, il s'en va pour se coucher le soir où il y a du silence, il n'y a plus de sensation dans le noir. Puis tout d'un coup, il n'est plus bien, là. Là, le pyjama dérange, il y a des motons dans les draps. Là, on dirait que l'intérieur du corps, il y a faim, il y a soif. Tout ressort comme sensation à l'intérieur. Les émotions, à quelque part, c'est des sensations physiques. OK? On peut les combiner de l'anxiété ou de la joie, mais c'est des sensations à l'intérieur. Ça peut que je ne les sente pas, les sensations avec les émotions, quand je suis sollicitée à l'extérieur, mais quand l'extérieur chute, là, les émotions ressortent. Et là, on a l'impression qu'on a des émotions qui arrivent de nulle part chez l'enfant. Mais il était là avant, c'est parce qu'il ne les sentait pas, il ne pouvait pas les traiter. Fait, le résumé de la réponse, c'est que ça peut varier d'une journée à l'autre, d'un contexte à l'autre, en fonction de l'état du système. Et de là que
il faut croire les enfants, il faut pas sous-estimer l'impact du trouble sensoriel parce que comme personne extérieure, ben, si mon enfant se désorganise avec le blender ce matin, puis pas demain, parce qu'il faisait autre chose, qu'il était dans un état différent, le surlendemain, quand il se désorganise avec le mélangeur, j'ai tendance à croire que c'est pas vrai parce que hier, j'ai fait la même chose, puis il n'a pas réagi. Ouais. Mais c'est pas des caprices, c'est que ça va varier plein de facteurs. Donc, ben, j'aime ça que tu nommes ça, Josiane, les caprices, parce que tantôt, justement, tu parlais au niveau du coucher, quand l'enfant va se coucher alors qu'il a été stimulé, voire surstimulé toute la journée. Puis là, il arrive, il est seul dans sa chambre, il fait noir, il n'y a pas de stimulation externe. Et là, tout d'un coup, il devient comme surconscient de tout ce qui se passe à l'intérieur de lui. Puis là, souvent, tu sais, mettons en psychoéducation, on se fait interpeller. Ouais, là, mon enfant, je pense qu'il me niaise le soir. Là, il vient se coucher, puis là, il a faim, puis là, il a soif, puis là, il a chaud, puis là, il a envie, puis là, il a de la misère à s'endormir. Mais là, hey, 5 minutes avant de coucher, c'était bien correct, tu sais. Fait qu'il y a un aspect, bien sûr, au niveau, bon, qui peut être émotionnel, affectif. On parle souvent, tu sais, aussi la séparation avec papa, maman le soir, parce que je m'en vais me coucher. Fait que ça peut faire vivre des émotions qui peuvent être plus ou moins bien gérées. Mais il y a également, ce que j'entends, l'aspect sensoriel que non, l'enfant peut avoir vraiment envie, mais il l'avait pas ressenti avant parce que c'était l'histoire, parce qu'il jouait à quelque chose, parce que peu importe, il écoutait de la musique. Puis, fait que c'est pas tant des caprices que des besoins qui sont réels. Tout à fait. Puis, il faut pas tomber dans le noir ou le blanc. Donc, en tant qu'organisme, c'est dire ça explique tout, mon enfant n'exagère pas. Mais il ne faut pas oublier qu'un enfant, c'est aussi un enfant. Donc, l'enfant hypersensible peut aussi faire des caprices opposés, manipuler de temps en temps. Et de là, bien comprendre ce que c'est le trouble de la modulation, puis être capable de décoder notre enfant de l'extérieur. Il y a plusieurs indices où on peut savoir est-ce que l'enfant est en train d'exagérer puis de vouloir mon attention ou est-ce qu'il est vraiment en surcharge sensorielle. Il faut apprendre à comprendre le trouble puis à déconner notre enfant pour être capable de réagir correctement parce que des fois, il a besoin de discipline, des fois, il a besoin d'empathie. Puis si on se trompe, si l'enfant il est vraiment en train de surcharger sur le plan sensoriel puis qu'on le chicane, l'enfant vient de perdre son cordon vers la sécurité. Et là, il est tout seul dans un monde où il est agressé. De là, on a besoin là, de démêler tout ça. Puis, absolument. Puis j'imagine aussi que les indices d'une surcharge sensorielle varient d'un enfant à l'autre aussi. Ça doit dépendre. Oui. Fait qu'on peut pas dire si votre enfant fait telle affaire, ben c'est parce qu'il est en surcharge sensorielle. Donc, d'où l'importance, comme parent aussi, quand tu as par exemple un suivi avec un enfant, je sais que tu impliques aussi beaucoup les parents, tu les outilles, tu leur donnes des documents à compléter, des petits exercices à faire, des pistes d'observation, des pistes de réflexion pour que justement le parent en arrive lui-même à distinguer qu'est-ce qui est, ben là, en ce moment, je pense que là, il niaise un peu, là, versus où il est en recherche au niveau affectif et tout ça, ou là, oh non, je pense que là, c'est vraiment sensoriel. Et donc, le fait de bien comprendre le besoin qui se cache derrière le comportement de notre enfant, ça nous permet ensuite d'appliquer la bonne stratégie pour le sécuriser, pour peu importe, pour arriver, là, on prenait l'exemple du dodo, mais à le sécuriser suffisamment pour qu'il puisse se laisser aller vers l'endormissement. Oui, tu as tout à fait bien expliqué. Ah ben tant mieux! Hey, il y a José! Oups, hey, j'en perds mon bouchon. On a José Cousineau qui dit « Mon ergo m'avait dit que c'est aussi le contrôle du toucher. Il n'aime pas se faire toucher, mais il aime toucher à tout. » Ah, intéressant. Fait que je pense que José nous parle probablement de son enfant qui n'aime pas recevoir un toucher, mais qui, lui, aime aller explorer différentes choses, différentes textures, différentes sensations. Puis d'ailleurs, Josiane, ben là, c'est ça tantôt, j'en ai glissé un mot, on les voit du coin de l'œil. Là, tu as plein d'outils de manipulation qui pourraient peut-être permettre, justement, comme le fils de José, de répondre à ce besoin sensoriel-là. Si on pense, par exemple, à un enfant qui est en classe, qui doit quand même rester concentré, qui doit gérer les sources de stimulation, les prioriser, puis dire « Oups, c'est important ce que mon enseignante dit en avant. » Mais peut-être que je peux manipuler quelque chose. Puis parfois, je suis sûre que tu l'entends. Moi, j'ai des parents ou des profs qui me disent « Ben non, je vais pas le laisser manipuler quelque chose, ça va le déconcentrer. »
Mais j'ai l'impression qu'au contraire, le fait qu'il puisse répondre à son besoin, ça peut lui permettre après ça d'être plus attentif. Oui, mais c'est un gros ça dépend. Donc, les outils qu'on va appeler sensoriels sont disponibles dans les magasins, on peut se les procurer et tout ça. Mais ça ne veut pas dire que ça va marcher parce que autant on se pose la question pourquoi l'enfant a une situation de handicap, ben là, pourquoi l'enfant, mettons, manipule tout ce qui est devant lui? Ouais. Okay? Pourquoi il a besoin de toucher? Ben, la raison peut être multiple. Il y a l'enfant, par exemple, qui est en surcharge, qui n'est pas bien, puis c'est un besoin de régulation. Donc, son système nerveux, on a comme un cercle vicieux. OK, tantôt, je disais, plus je suis anxieuse, plus que mes sens vont être vigilants. Mais plus que mes sens vont être vigilants, plus que je vais être anxieuse aussi. Ouais. OK, ça va ensemble. Donc, qu'est-ce qui, moi, me calme dans mon système nerveux? C'est probablement pas nécessairement la même chose que toi. Moi, perso, moi, je suis une mâchouilleuse. OK? Oh. Alors, moi, les crayons, tous les crayons, ils passent. OK? Ou mon plaisir, c'est, mettons, que je passe au Starbucks, puis, tu sais, le petit truc vert là, qui ferme ton café, là, il y a comme une texture. Moi, ça, c'est ma texture coup de cœur. OK? C'est juste assez mou pour se croquer un peu, mais pas trop pour faire mal aux dents. Fait que ça, par exemple, là, après mon petit café, je vais l'avoir dans la bouche jusqu'à temps que je me dis qu'il faut que je le jette parce que là, je ne peux pas le mettre sur le bureau, le prendre le lendemain. Là, j'ai comme un blocage hygiénique. C'est ça. Et fait que moi, c'est mâchouiller. Et ça m'aide à me concentrer aussi. Et c'est ça qui fonctionne pour moi. J'aime ça toucher aussi, mais c'est pas ça que mon corps a besoin pour se calmer. Moi, j'aime ça être touchée. Quelqu'un qui veut venir me toucher, ça ne m'aidera pas. Ma mère, quand j'étais petite, ça l'attristait un peu parce que, mettons, me jouer dans les cheveux ou ces choses-là, ben moi, j'aime pas ça. OK? Mais pour une autre personne, ça peut vraiment faire du bien. Fait que quand on est à la recherche d'un moyen de régulation, ben on va un peu faire une tournée de ce qui peut aider. Donc, pour certaines, d'une manière générale, on ne parle pas juste du système, on parle de l'état du système nerveux. Donc, pour certaines personnes, respirer profondément, ça aide. Pour d'autres, ça va être de faire certains mouvements, une petite routine de respiration, coller les mains ensemble. Si vous connaissez du brain gym, des mouvements croisés, ça aide à intégrer un petit peu ce qui se passe dans le système nerveux pour des personnes. Mais en fait, moi, ça m'aide. Quand je dois faire une prestation, par exemple, si je donne une conférence ou quelque chose, ben avant, je passe à la salle de bain. Là, le secret est ouvert. Je fais du brain gym dans la toilette. OK? Mais moi, ça me calme, ça m'aide à reprendre mes moyens. Pour d'autres personnes, ça va être manipulé. Une petite guegusse comme ça, qui est grosse. Ça me tente. Ça me parle. C'est le même principe que quand on boit une liqueur, là, puis que le petit pop par-dessus qu'on peut peser, là, c'est tellement satisfaisant. Oh mon Dieu, mais ça, ça me parle. Puis j'aime le petit bruit que ça fait, ça me fait du bien, je le sens. OK. Et tu vois, il vient sur un petit porte-clés, mais moi, il est décroché, là, mais... fait qu'on peut le trimballer. Ben, j'en ai plusieurs, parce que celui-là, je le garde dans la clinique, mais j'en ai un même d'accroché sur mon porte-clés. Fait que, qu'est-ce que je fais? Ben, il est accroché à mes clés, puis quand je prends une lumière, puis ça dure 2 minutes, puis c'est long, ben, je joue avec. Quand je suis dans une ligne au centre d'achat, à l'épicerie, puis j'attends mon tour pour passer, c'est long, puis justement, si on revient à l'hypersensibilité, moi, les néons m'agressent beaucoup. Ouais. On a l'exemple de l'enfant dans l'épicerie tantôt, mais moi, je suis comme cet enfant-là. Comme adulte, ben oui. Fait qu'à ce moment-là, j'ai ça dans ma poche, attaché après mes clés, fait que je joue avec, ça m'aide à me réguler, ça aide à distraire mon système nerveux qui arrête de regarder pour un moment les néons, il focus sur le petit tactile. Mais là, le petit bruit, c'est pas idéal en classe, mais dans l'auto, c'est correct. Fait qu'il y a différents outils qui peuvent aider l'enfant à gérer dans les domaines ou les lieux où il y a moins de choix de tolérer. Et regardez, ici, j'ai une petite mousse. Oh mon Dieu, mais oui. Moi, je pourrais faire ça pendant des heures.
ça reste, ça rentre bien dans un coffre à crayon, dans une poche. Mais encore là, toi, peut-être que tu as zéro attrait pour quelque chose comme ça. Fait qu'il faut explorer. Absolument. Un autre petit outil ici. Ben Il fait oui. un petit clic qui est hyper agréable pour la personne qui le fait. Mais moins pour les gens autour. Personnes autour. Ouais. OK? Fait que l'idée, c'est il faut trouver quelque chose qui fonctionne pour nous. Des fois, c'est plus dans la sphère visuelle. Fait que des fois, j'ai, disons, un enfant en ergothérapie qui est un peu anxieux, un peu surchargé, puis il va me dire, est-ce que je peux regarder un peu le sablier pendant quelques minutes qui descend? Parce qu'on vient un peu Hypnotisé. Ouais. C'est ça le mot. D'autres vont demander un massage, des pressions profondes. Ça aussi, c'est assez universellement calmant, les massages, si on n'a pas de problématique à être touché. Mais d'habitude, le toucher profond est beaucoup plus accepté par les systèmes nerveux que le toucher superficiel. Hein? Je pense que vous avez jasé récemment, toi et Mélissa Boulanger, hein, qui fait des massages pour enfants à besoins particuliers. Puis c'est justement ça, c'est qu'elle a perfectionné sa technique au niveau de la pression profonde parce que ça a vraiment un effet calmant et perdurant sur le système nerveux. De là, il y a différentes compagnies qui font des peluches lourdes, lestées, qui peuvent donner un petit peu plus passivement l'effet de pression. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand on a des besoins de régulation, il faut explorer. Souvent, quand on est en ergo, votre ergothérapeute va vous donner comme soit une liste où ils vont se faire un petit curriculum d'exploration d'une séance à l'autre. On va essayer des choses, puis on essaie avec l'enfant, justement, on veut qu'il apprenne à se connaître. On essaie de l'amener à trouver qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'il aime dans un premier temps et qu'est-ce qui a l'effet escompté. Parce que ça se peut que j'aime ça faire ça, mais ça se peut que ça ne me calme pas. Puis là, ce qu'on cherche, c'est quelque chose qui va te calmer pour que tu sois plus disponible dans la... Si ça me distrait, mais j'aime ça, c'est pas l'effet escompté. Donc, il faut... C'est jamais facile. C'est jamais facile. Sauf que les ergots, ils ont du travail. Oui, c'est ça, exactement. Puis que vous gagnez à être connu. Tu sais, je trouve que c'est un métier qui est encore tellement méconnu. Puis souvent, je suis comme, ben oui, allez voir en ergo. Tu sais, je réfère justement à tes pages pour aller découvrir c'est quoi, parce que je trouve que tu es une super bonne vulgarisatrice et communicatrice. Puis que c'est accessible. Tu donnes des trucs concrets aussi. Donc, les gens peuvent tester, essayer. Mais ce que j'entends aussi, c'est qu'il n'y a pas une stratégie miracle gagnante qui fonctionne pour tout le monde. C'est vraiment à essayer. Tu parlais justement les peluches lestées qui peuvent avoir cet effet-là. Hein. Moi, je dis souvent que ça a un effet, tu sais, comme ça nous ancre, ça nous ground, ça nous permet de nous centrer. Je vois qu'à côté, tu as les coquilles aussi anti-bruit qu'on observe de plus en plus aussi en milieu scolaire. Ouais. Que les profs vont mettre à disposition de leurs élèves aux besoins. Oui. Puis, juste un petit mot dans le fond sur les coquilles. Des fois, à l'école, on les utilise soit pour la concentration. Ouais. Certains élèves, dans un examen, tout ça, ça peut les aider. Dans ce contexte-là, je trouve qu'il faut moins les encadrer parce que c'est clair quand les enfants ont besoin de concentration. Tu sais, vous avez un 20 minutes de lecture, tu aimes ça, couper le bruit, tout ça. La concentration fonctionne différemment pour chaque élève. Mais dans un contexte d'hypersensibilité au bruit, il faut vraiment faire attention à avoir vu un professionnel avant de commencer à utiliser les coquilles. L'ergothérapeute, l'audiologiste ou l'orthophoniste aussi sont bien compétents pour donner des bonnes recommandations parce que l'enfant, surtout s'il est autiste, risque de s'attacher vraiment à l'outil parce que ça va vraiment lui faire du bien de deux façons. Un, il y a moins de bruit, puis deux, il y a une pression et cette pression-là, elle est calmante. Et à ce moment-là, c'est difficile parfois de comprendre à l'enfant qu'il ne peut pas les mettre tout le temps parce que ça va avoir l'effet contraire. Son système va s'habituer à ce qu'il n'y ait pas assez de stimulation, puis il va continuer à percevoir encore plus tout ce qui est de la stimulation auditive, donc comme une agression ou comme du danger.
Fait qu'on ne veut pas causer là, des problématiques à long terme au niveau de l'audition. Fait que c'est important que ça soit super encadré et super bien enseigné à l'enfant parce que on ne veut pas juste être bon et dire OK, c'est juste toi 20 minutes pendant le transport scolaire pour aller à l'école que tu les portes. Il faut que l'enfant comprenne parce que sinon, on lui enlève. C'est comme enlever une suce à qui en a besoin, là. Okay? Oui, mais moi, ça me fait du bien. Pourquoi tu me le retires? Puis je fonctionne mieux quand j'ai ça. Alors, je comprends pas pourquoi. Puis, fait que oui, donc d'où l'importance d'expliquer pourquoi et d'encadrer. Pourquoi et quand ça se porte et d'amener l'enfant à être capable de les enlever de lui-même. Pour les enlever. Il ne faut pas que ça soit perçu comme une punition. Il faut que ça soit perçu un peu comme voyons, pour s'attacher dans l'auto. La ceinture. La ceinture, OK? L'enfant sait que la ceinture de sécurité, ça va avec la voiture. Oui. Il n'attend pas à avoir une ceinture de sécurité sur son divan dans son salon. Ça va avec. Fait, les coquilles, il faut que ça soit un petit peu la même chose. Ça va avec l'épicerie. Dans l'épicerie, on les porte et ça ressort. Puis on complémente l'enseignement avec tous les supports visuels nécessaires pour dire quand est-ce que ça se porte, quand est-ce que ça s'enlève, pour que l'enfant comprenne pas pourquoi il doit les enlever parce que c'est sûr qu'il est bien avec ça. Clairement. Ouais. Josiane, je t'amène sur un dernier sujet avant qu'on se dirige vers les questions dans le chat. Il y a entre autres Frédéric et Roxane qui ont posé une question. Je reviens à vous, mesdames. Et si d'autres personnes veulent écrire leurs questions, allez-y. J'aborde avec Josiane je pense que c'est ton deuxième plus récent, celui-là, parce que tu as parlé, quand tu parlais de besoins sensoriels, d'autisme. Donc, ça, c'est une de tes publications. Aussi paru chez Midi 30, Être autiste et ado. Pourquoi? C'est quoi le lien entre l'aspect sensoriel et l'autisme, Josiane? Est-ce que tous les enfants autistes ont des enjeux sensoriels? Là, j'ai une statistique pour toi. Yeah! Je ne peux pas te citer la source, mais je l'ai lu à plusieurs endroits. Autour de 80% des personnes autistes vont avoir des défis sensoriels d'un type ou un autre. OK? Je vais juste souligner que c'est possible d'avoir des troubles sensoriels sans être autiste. C'est juste que quand on est autiste, c'est très, très fréquent. L'autisme, tout comme le haut potentiel, la douance, les troubles comme le TDAH et tout ça, c'est tous des troubles neurodéveloppementaux. Qui dit neuro, dit système nerveux. Et qui dit système nerveux immature, dans un trouble neurodéveloppemental, dit que sa job de filtrer les sensations peut être faite avec des défis. De là, ils sont sujets à avoir beaucoup de défis. Ça fait pas partie comme tel c'est pas l'autisme qui cause le trouble sensoriel, c'est un trouble associé fréquent de par le fait que c'est une organisation différente au niveau du cerveau. Et, absolument. Ouais. Et un petit mot sur ce livre-là, parce que nous, à la maison, on a un ado qui est autiste, hein, il a 14 ans. Donc, c'est un livre que je m'étais procuré. Je pense que je l'avais pris au Salon du Livre, ou en tout cas, quand il venait de sortir. Je l'avais perdu, fait que je m'en étais racheté une copie. Finalement, j'ai retrouvé fait que là, j'ai deux copies. Une que j'ai donnée à la mère de Beau Fiston. Puis justement, je trouve ça super pertinent. Il y a 6-7 chapitres, je pense, dedans. Section 6. 6 sections. Il y en a une, c'est sur l'autonomie. Et tu as un tableau, je l'aime vraiment beaucoup, enfant, ado. Et qu'est-ce que les jeunes de cet âge-là devraient être en mesure de faire par eux-mêmes, d'accomplir par eux-mêmes. Donc ça, je trouve ça vraiment génial parce que, bon, vivant dans ma vie personnelle avec l'autisme, œuvrant auprès de familles qui ont un enfant autiste depuis plusieurs années, déjà depuis 2007, souvent, c'est un gros défi. Qu'est-ce qui appartient à mon enfant? Là, on dirait que les gens essaient de départager. Qu'est-ce qui appartient à l'autisme? Qu'est-ce qui appartient au développement normal? Et là, je me rends compte, puis tu dois avoir peut-être ce même constat-là, quand on a un enfant qui a un diagnostic, qui a des défis, comme parents, on a cette tendance-là naturelle, parfois surprotégée, à faire beaucoup à la place. Et parfois, là, on se rend compte en lisant ça, hein, même si, bon, moi, je travaille dans ce domaine-là et tout ça, c'est jamais pareil quand c'est dans notre vie perso,
de faire « Oh, OK, attends une minute, on peut peut-être prendre un petit pas de recul, laisser de l'espace pour développer un petit peu l'autonomie et encourager cette autonomie-là chez nos jeunes qui sont autistes. » Je trouve que c'est tant chez les jeunes qui ont une condition neurodéveloppementale que ceux qui sont neurotypiques, ben l'autonomie, je trouve que c'est un des piliers pour développer une bonne estime de soi aussi, puis une confiance en soi en disant « Hey, je suis capable. J'ai été capable par moi-même. » tu sais. Oui, Bref. il faut aller dans la société. Ben oui. Et pourquoi j'en suis venue à écrire ce livre-là et à m'intéresser à ce sujet-là, parce que c'est ça, comme je disais, ça fait 22 ans que je travaille mes enfants. Moi, je travaille principalement avec les jeunes autistes, donc ils grandissent, puis en autisme, ben, les besoins changent, fait que souvent on reste en contact avec les mêmes familles pendant Absolument. 15, 20 ans. Et l'idée, c'est qu'on parle d'un enfant où tout l'environnement doit s'adapter à lui. Tu sais, toi, tu as une formation sur l'autisme au niveau dès le diagnostic, ce qu'il faut savoir. Et ce que tu enseignes aux parents, dans le fond, c'est comment s'ajuster, comment comprendre l'autisme de l'enfant, comment s'ajuster, comment apprendre à communiquer efficacement, comment lui enseigner des choses, etc. Et c'est ça que ça prend. Mais plus l'enfant vieillit, à un moment donné, l'adulte qui s'ajuste pour l'enfant, il faut que la donne change. Et à un moment donné, c'est un peu des deux. Et où on en est rendu avec les ados, c'est OK, c'est super, t'es autiste, ça vient avec des forces, ça vient avec des défis. Maintenant, c'est comme ça. Tu es par contre responsable d'apprendre à gérer tes défis dans ton propre avantage pour que ça t'avantage dans la vie et aussi en fonction de l'impact sur les autres. Donc, c'est pas parce que tu es autiste et que tout s'explique, mais disons, ton comportement est explicable, on le comprend, OK? Mais tu es quand même responsable de l'impact quand tu fais le comportement en présence de d'autres personnes. Comment tu vas apprendre à gérer ça pour ton propre avantage, parce que tu veux garder les relations sociales qui sont importantes pour toi, tu veux garder un travail, etc. Fait que c'est d'apprendre à se connaître, à s'accepter, l'estime de soi et à se gérer. Et il y a Brigitte Harrison qui dit souvent il n'y a que l'autiste qui peut gérer l'autisme. Et c'est tout à fait vrai. Et il faut l'accompagner, le jeune, à se comprendre et à se gérer. Là, si on fait une boucle avec le sujet initial, entre autres au niveau des hypersensibilités sensorielles, c'est d'être capable d'exprimer ses limites, de dire le party, moi, je peux y aller, mais je vais juste aviser, je vais juste rester une demi-heure parce que après, c'est comme trop puis j'ai plus de plaisir. Fait que je vais aller faire un tour ou j'irai pas, mais c'est pas parce que j'ai comme pas envie ou bien je vais trouver un autre moyen. Tu m'appelleras sur Messenger 10 minutes pendant le party. Donc, de comprendre ses limites, de ne pas se pousser au max pour se sentir intégré dans un groupe d'amis, puis d'en avoir pour 2 semaines à récupérer ou de vivre un mauvais moment parce que c'était trop gros comme défi pour ton corps. Ou de se préparer des stratégies telles que je veux vraiment y aller au party. Ben, je vais prendre 2 semaines avant, puis je vais comme limiter au max mes autres sorties, je vais dormir, je vais cleaner mon alimentation, je vais me mettre au maximum pour que mon système nerveux soit le plus d'aplomb pour le party. Et le lendemain du party, puis la semaine qui suit, je vais pas aller au cinéma, je ne vais pas prévoir d'autres choses, je vais prévoir récupérer. Tout ça, ça fait la différence pour être heureux et bien fonctionner. Et ça fait partie des apprentissages que le jeune doit faire, entre autres en arrivant à l'adolescence, pour pouvoir être autonome. Absolument. De vie et de travail, entre autres. Absolument. Hey, merci pour ces bons conseils et ces bonnes pistes, Josiane. Je vais du côté de nos questions. Oui. Il y avait Frédéric qui dit « Bonjour, mon garçon a besoin de tout mettre dans sa bouche. Nous avons essayé une panoplie de chewy, la gomme à mâcher, qui lui est également permise en classe. Je m'interroge sur les conséquences sur sa dentition à l'interne. Auriez-vous un truc pour apaiser son besoin? Merci. » Oui, dans le fond, je vais juste commencer par dire que il n'y a peut-être pas que l'oral moteur qui peut répondre aux besoins de l'enfant. Continuez à explorer. Là, on parle de besoins et d'outils sensoriels, mais
à la base, si on se demande pourquoi il met tout dans sa bouche, si la réponse c'est ça l'aide à se réguler, OK? Voyons voir du côté, par exemple, de ce qui cause son anxiété, où on peut l'aider à se réguler, donner plus d'informations sur l'horaire, donner plus d'autres moyens de baisser l'anxiété, autre que juste la gérer avec l'oral moteur. Mais si l'oral moteur reste très présent, oui, il peut avoir des impacts, pas seulement sur la dentition, mais vraiment sur les articulations ici. En vieillissant, ça devient, ça peut devenir, je le sais de premier plan parce que comme je disais, moi je suis une mâchilleuse, ça peut devenir douloureux et justement ça change l'occlusion parce que les dents diminuent aussi dans leur, ça érode, l'érosion des dents en tout cas. Fait que il faut minimiser, puis il faut justement trouver d'autres façons de stimuler leur oral moteur qui sont moins dommageables pour les dents. Et entre autres, il y a les bouteilles d'eau avec des suctions. L'eau, c'est bon pour la santé d'une manière générale. Fait que suctionner, ça peut être un moyen. Les instruments de musique, si l'enfant est musical un peu, parce que c'est pas évident pour tout le monde autour, mais dans le fond, souvent, le besoin oral moteur vient d'avoir quelque chose dans la bouche pour la régulation, mais ce qu'il faut savoir, puis je ne sais pas si l'enfant est autiste ou pas, la personne qui pose la question, mais ce qui est fréquent en autisme, c'est que l'enfant peut avoir des faiblesses dans la perception de son corps dans l'espace. Et là, ce n'est pas juste qui est anxieux, c'est que la bouche, ça aide la personne à repérer où est son corps dans l'espace et c'est dans cette optique-là qu'il aime avoir quelque chose ou une stimulation au niveau de la bouche. Fait que si on en vient à cette conclusion-là, ben, il y a peut-être d'autres façons d'aider la personne à ce niveau-là. Je donne juste des stratégies au hasard, mais des petits rubans là, pour jouer au tennis. Là, ben oui, en serviette, là. Ouais, en tout cas, ça sert ici. Mettre des gants avec des trous, là, et avec une certaine pression, fait qu'on sent qu'il y a quelque chose dans la main. Des fois, juste un objet dans la main. Pas parce qu'on veut manipuler, mais parce qu'on a besoin de serrer quelque chose. Au niveau des extrémités, ça aide l'enfant à repérer où dans l'espace et ça peut apaiser. Fait que de là, il faut aller chercher où est la cause du malaise qui mène à la régulation dans la bouche. Mais des fois, la gomme, dans certains contextes, ça peut être permis aussi. C'est un peu moins OK. Au niveau dentiste, dents, sucre, c'est pas bon. Mais au niveau articulation, c'est moins dommageable qu'un chewy parce que ça, c'est dur et c'est vraiment exigeant pour la mâchoire. Et la gomme, ben, c'est mou. Donc, c'est un peu moins pire. Mais sinon, des collations santé aussi qui sont croquantes. Fait que manger des carottes, manger des céleris, manger des... moi, j'avais des enfants, dans le fond, qui mangeaient des pâtes pas cuites. OK? Fait que c'est pas sucré. Fait que l'enfant, il n'a pas besoin d'en manger énormément. C'est pas trop calorifique. Fait que manger un petit bol de macaroni pendant le temps des devoirs, certains enfants aiment ça. Fait que trouver, dans le fond, des collations. Des fois, on peut aller dans les goûts aussi, pas toujours dans du croquant. Comme les collations surettes, faire congeler des framboises ou des raisins. Fait que ça fait comme un bonbon qu'on suce. Fait qu'il y a une belle stimulation, mais une fois que le raisin décongèle, ben, il est plus dur. Donc, c'est plus comme un gros crunchy qui peut être dommageable pour la bouche. Fait qu'encore là, selon les contextes, c'est pas toujours approprié manger une collation, mais si on y va dans de la nourriture santé, dans plusieurs contextes, fait qu'on on peut varier aussi. Mais surtout, puis je trouve que ce qui va aider, je pense que vous aviez dit qu'il y avait 8 ans. Je sais pas, non, on n'a pas l'âge. Frédéric mentionne il y a TDAH, un diagnostic de TDAH et de douance. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est parfait, en tout cas pour vous. C'est vraiment de recruter l'intelligence de votre enfant.
pour comprendre le pourquoi c'est pas idéal de mâchouiller beaucoup, souvent, tout le temps, parce qu'il peut avoir un impact à long terme. Sur ce sujet-là, j'ai fait un gros blog qui s'appelle Oral Moteur 101. Juste vous allez tomber sur mon site et j'ai mis plusieurs stratégies alternatives pour l'oral moteur, puis aussi beaucoup d'explications et des suggestions de façon un peu d'enseigner à l'enfant avec des supports visuels le besoin de chercher une autre stratégie. Fait que la question à donner, je n'ai pas des blogs surtout, mais c'est ça, Oral Moteur 101 avec mon nom à côté. Josiane Caron-Santa, vous allez tomber dessus. Super. Hey, merci pour la belle réponse complète et la belle ressource complémentaire aussi. On a Roxane, ce sera notre dernière question pour ce midi. Est-ce que se mordiller la langue pourrait être une technique utilisée pour l'enfant pour se calmer et se concentrer? Bien, en fait, moi, je n'irais pas recommander ça. Je ne suis pas certaine de l'impact au niveau médical parce que j'ai jamais recommandé ça comme technique. Je ne sais pas si la question vient du fait que est-ce que si l'enfant se mordait de lui-même, on peut interpréter ça comme un moyen de régulation? Ça, c'est oui. Dans le fond, tout ce qui se passe, mordiller l'intérieur des joues, c'est fréquent, mordiller les lèvres. Mais encore là, il faut retourner à la cause. Les mordillères de parties du corps, les lèvres, les joues et tout ça, souvent, c'est l'espèce de feeling de... Tu sais, quand ça fait mal puis ça fait du bien en même temps. C'est comme une... Puis c'est une façon de réorienter un peu ce que le système nerveux traite. Ça sécrète un petit peu d'endorphine et en même temps, ben, quand j'ai cette hormone-là, mon système relaxe, il est un peu plus bien. Il va décrocher de faire comme « il y a du bruit », des choses comme ça. Fait qu'il faut toujours revenir à quelle est la cause et quelle est la fonction du comportement que l'enfant a dans le moment présent. Et si c'est pas un bon comportement, parce que ça peut être dangereux pour lui ou les autres, surtout en contexte de COVID, tout ce qui va dans la bouche, c'est moins approprié. C'est de vraiment essayer de réorienter, mais toujours en amenant l'enfant à comprendre qu'il y a une réorientation, le pourquoi, le quand, comment. Et je parle autant avec des enfants qui peuvent être non-verbaux. Si on a une déficience intellectuelle, ça peut être plus difficile, mais dès qui n'ont pas de déficience intellectuelle, verbale ou non verbale, avec des beaux dessins, des beaux schémas, on peut facilement aider l'enfant à comprendre que c'est nécessaire de changer, réorienter. Il ne faut surtout pas enlever un moyen sans que l'enfant ait quelque chose d'autre à sa disposition pour se réguler parce que c'est son moyen. Fait que c'est un processus, puis si on peut être accompagné là-dedans par une psychoéducatrice ou un ergothérapeute, parce que toute cette régulation-là, les émotions, c'est important de faire ça sans impact là, sur Absolument. Hey! Merci, Josiane. Merci d'avoir été là ce midi avec nous. Merci pour tes lumières. Merci pour ta foule d'informations. Si on en veut plus, là, on se dirige sur ta page Facebook, Josiane Caron-Santa Ergothérapie. Même chose sur Instagram. Ton site web, josianecaronsanta.com. josianecaronsanta.com. Puis Instagram, c'est Josiane C. Santa. OK. Information.ergo. Une fois, merci à Josiane d'avoir été là. Merci à tout le monde aussi qui pose des questions, qui écoute, qui nous réécoute peut-être aussi. Je vois Mélissa Boulanger, on parlait de toi tantôt, fait que tu nous entendras en rediffusion. Eliane qui a trouvé ça super intéressant. Merci Mélisandre aussi. Alors, ben merci à vous toutes d'avoir été là, d'avoir posé des questions, de nous avoir écoutés. Et Josiane, ben je te dis à bientôt, puis merci encore une fois. Ça m'a fait plaisir, c'est le fun. Oui!